Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo interview avec un très grand nom du cinéma français. Je suis avec Jean-Paul Salomé. Bonjour Monsieur Salomé, comment allez-vous? Merci d'être sur ma chaîne YouTube. Merci. Je suis heureux, très heureux d'être avec vous. Vous êtes ici pour parler de votre nouveau film, L'affaire Bojarski. Votre film, c'est déjà plus de 400 000 entrées en l'espace de une semaine, il me semble. Votre film est déjà sorti mercredi dernier. On va commencer directement avec la première question de cette interview. Quelle est votre source d'inspiration quand vous écrivez un film, quand vous préparez un film, quand vous réalisez un film? Dans l'ordre, quand j'écris, tout dépend à partir de quel matériel, comme on dit, quel matériel littéraire. Des fois, il m'est arrivé des fois de partir d'un article d'un journal. Ça a été le cas pour pour plusieurs de mes premiers films, comme Les Braqueuses, Restons groupés, qui avaient été des articles que j'avais lus. Un autre aussi, Je fais le mort. Donc là, on part d'un article qui relatait une sorte de fait divers. Après, des fois, je suis parti de romans, de livres, comme La Comtesse de Cagliostro, qui était le premier des Arsène Lupin, ou La Daronne, qui était un roman de Anne Lorquer, un roman policier. Et puis, d'autres fois, d'un autre fait divers sur la syndicaliste, où on s'était inspiré avec Fanette Douar, la scénariste du livre d'enquête qu'avait fait Caroline Michel sur toute cette histoire survenue il y a quelques années. Dans le cas de l'affaire Bojarski, il n'y avait pas de livre, c'était une sorte de compilation de documents, de documentation qui avait été faite par un producteur qui m'en a parlé, qui était en fait le producteur de La Daronne, Jean-Baptiste Dupont. Et, euh, et c'est vrai que quand il m'a parlé de ce personnage que moi je ne connaissais pas et qu'il m'a donné accès à tout ce fond de documentation qui regroupait des articles de journaux de l'époque, des minutes du procès, les interrogatoires, le témoignage de certaines personnes ayant eu affaire à Bojarski. Voilà, c'est un peu tout ce fond de documentation qui, pour Bojarski, nous a aidé avec Bastien Darel, scénariste, à construire ce scénario. Alors, et justement, votre film, L'affaire Bojarski, bah, je l'ai vu hier. Il y a un truc qui m'a frappé quand même dans votre Oui. film. Vous avez un sens de la mise en scène incroyable, encore plus que dans La Daronne ou La Syndicaliste, qui avaient déjà des mises en scène très soutenues. Mais là, il y a quelque chose en plus Mhm. que je ne saurais pas définir réellement, mais la mise en scène, vous l'avez imaginé comment en fait pour ce film? Parce qu'elle est très soutenue quand même, hein. Disons que la mise en scène, ça se prévoit déjà au moment de l'écriture, hein, en gros. C'est-à-dire que on part pas de la mise en scène en partant de n'importe quel scénario, écrit de n'importe quelle manière. Comme j'ai la chance d'écrire les scénarios que je vais tourner, même si je les écris pas seul, je travaille toujours avec un scénariste ou une scénariste, parce que je trouve le travail de l'écriture extrêmement complexe et laborieux et voilà, c'est une des phases. Que je trouve la plus difficile. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir un regard et travailler comme ça en binôme au moins. Mais c'est vrai que moi j'essaye toujours au moment de l'écriture d'écrire des scènes, mais en même temps de penser que je n'écris que les choses que j'ai envie de voir et comment un peu je vais les voir quand même. Donc c'est vrai que ça guide quand même beaucoup la manière dont on met en scène après, parce que mettre en scène, c'est quand même aussi finalement faire les plans qu'on avait en tête, et essayer de mettre la caméra au meilleur endroit pour que les spectateurs comprennent exactement ce qui se passe. Après, c'est vrai que pour ce film particulièrement, Bojarski, et je trouvais ça assez intéressant dans notre cas, étant donné que l'action de notre film se déroule des années 50 après-guerre jusqu'aux années 65 à peu près. Bah, je trouvais qu'il était aussi assez intéressant de se replonger dans certains des films qui ont été faits à ce moment-là, et plutôt les meilleurs, et en plus dans le genre polar, on va dire. Et je trouvais intéressant de revoir ces films-là et de regarder comment ils avaient été faits, quelle était un peu la grammaire de ces films qui étaient avec des cinéastes
qui étaient de grands techniciens et de grands réalisateurs comme Jacques Becker ou comme Duvivier ou comme Jules Dassin, par exemple, et Melville, évidemment, et Jean-Pierre Melville. Donc c'était quand même des gens qui avaient des réalisateurs qui étaient des auteurs, mais qui étaient aussi quand même de très grands techniciens et qui savaient ce qu'était un découpage, ce qu'était un rythme et comment on crée tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que ces films-là nous ont pas mal inspirés. Alors justement, votre film, il cartonne. Vraiment, je l'ai dit en début de vidéo, ça file tout droit vers le 1 million d'entrées. Parce que justement, j'allais vous demander, en fait, comment expliquez-vous ce succès? Est-ce que c'est le fait de mettre en avant un personnage comme Barowski, qui est pas... Bah, moi, je connaissais pas du tout l'histoire avant le film, mais justement, c'est assez intriguant, justement, de voir comment cette histoire-là est traitée aujourd'hui. Eh bien, personne ne connaissait, mais moi je connaissais pas, et je sais que justement dans ces avant-premières, quand je levais, je posais toujours la question qui a entendu parler de Bojarski? Et vraiment, on était entre 0 et 3 personnes. Souvent des personnes assez âgées qui étaient contemporains de l'époque de l'affaire, dans les années 50 et 60, donc qui en ont entendu parler à l'époque, parce qu'à l'époque, ça a été une affaire extrêmement médiatisée. Il a fait la une des journaux, on en a parlé partout. Ça a été quand même une grosse affaire, l'affaire Bojarski. Et c'est vrai que pour des raisons assez incompréhensibles, la mémoire de cet homme a été effacée par vagues successives pendant toutes ces années. Et le fait, arrivé aujourd'hui, plus personne ne sait qui est Bojarski. Voilà. Donc, euh, je pense que le succès du film aujourd'hui est dû d'abord en grande partie dans le plaisir qu'éprouve le public à découvrir l'itinéraire de cet homme, l'itinéraire très particulier de cet homme qui n'est pas un gangster, mais qui est un hors-la-loi. Et ça, je crois que le public le reçoit comme ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui, pour des raisons qui sont dans le film, donc là, je ne vais pas raconter, mais qui défie une entité qui est la Banque de France, qui s'en prend à la monnaie d'un pays par revanche, pour des tas de raisons, voilà, que le film montre. Et je pense que ça touche les gens et ça les amuse de voir un personnage capable de faire un peu vaciller la Banque de France à l'époque. Et puis que le personnage, finalement, les gens ont de l'empathie pour ce personnage. Et puis ensuite, on ne peut pas le dissocier de l'interprétation qu'en donne Reda Kateb, parce que Reda donne une vision du personnage peut-être un peu plus, je dirais, glamour, parce que je pense que le personnage en réalité était encore plus sombre et plus taiseux, voire on dirait aujourd'hui même peut-être un peu facilement, mais un peu autiste. Et que Reda et moi aussi à l'écriture, on a décidé quand même d'ouvrir un petit peu le personnage. Voilà, même si dans le film, il reste toujours assez sombre et assez solitaire. Mais je pense que l'interprétation qu'en donne Reda touche beaucoup les gens et qu'il a cette espèce de, de choses naturelles et en même temps euh, assez proches des gens. Voilà, qui permet au spectateur de s'identifier très facilement et d'avoir de l'empathie pour ce personnage de Bojarski. Donc, l'affaire Bojarski, les amis, c'est au cinéma actuellement en France. Est-ce qu'il y a des sorties internationales qui sont prévues? Oui, 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 le film est sorti hier en Belgique. On va le présenter la semaine prochaine avec Reda en Suisse. Donc ça, ce sont les pays francophones. Mais il y a d'autres sorties qui sont prévues en Italie, en Pologne. Le film en Espagne, en Grèce. Le film a été beaucoup vendu à l'international et reste encore quelques pays à vendre. Mais j'espère que le succès français va aider ces derniers pays à s'emparer du film. En tout cas, oui, moi c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est important de traverser les frontières et d'aller ailleurs que chez nous. C'est vrai que c'est formidable de rencontrer le succès en France sur un film. Et c'est toujours unique, mais en même temps, j'aime bien que les films traversent les frontières, aillent ailleurs. Et moi, j'ai eu la chance, dès mes premiers films, d'avoir des films qui ont marché aussi à l'international. Et puis ensuite, comme j'ai eu cette période où j'ai été président d'Unifrance, qui est l'organisme qui s'occupe de la promotion du cinéma français à l'international, j'ai aussi parcouru un peu pas mal de pays et rencontré beaucoup de distributeurs, de gens qui ont des salles de cinéma. Et voilà, c'est une notion, moi, la vie à l'étranger d'un film, pour moi, c'est quelque chose d'important et que j'accompagne beaucoup. En tout cas, on a hâte de voir ce que vous allez nous offrir dans les prochaines années. Est-ce que vous avez vos prochains projets déjà sur le tapis?
sur le feu, on va dire, plutôt que sur le tapis. Mais euh, oui, il y a des choses, oui, oui, il y a des choses que j'ai en tête et sur lesquelles j'ai envie de travailler. Après, il faut que tout ça s'organise. Parce que faire un film, moi, ça me prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est 3 ans de ma vie. Mais après, bien sûr, j'ai des envies et de voir que le film là rencontre un succès. Bah, j'ai la chance, après La Daronne et Un syndicaliste, qui, même s'ils étaient des succès moindres, ont été à l'époque des succès aussi, dans des registres différents. Mais là, c'est vrai qu'on franchit encore une étape. Mais oui, oui, bien sûr, ça me donne envie de m'y remettre et de proposer d'autres histoires. Mais vous savez, c'est pas non plus facile de trouver les histoires que les gens ont envie d'aller voir au cinéma, qui vont les faire sortir de chez eux, qui sont différentes de ce qu'ils voient à la télévision, qui sont... Voilà, c'est beaucoup de travail, c'est de la réflexion avant de se lancer dans un projet. Euh, Parce que moi, mon but, au-delà du plaisir du box-office, c'est quand même de faire sortir les gens de chez eux que les gens découvrent ces films dans une salle de cinéma. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je ne fais pas des films pour Netflix, je ne fais pas des films pour des téléphones portables. Un jour, ils y passent, parce que ça, c'est la vie des films. Mais je veux dire, la première exploitation d'un film, pour moi, ça reste une salle de cinéma, un grand écran et des gens qui regardent dans un cinéma. Ça, pour moi, c'est une notion qui est très importante. L'affaire Bojarski, donc c'est au cinéma, en salle de cinéma en France actuellement. Alors, comme la tradition sur ma chaîne YouTube, l'invité donne le dernier mot à la vidéo pour mes abonnés. Voilà, on vous écoute. Rien comme ça, sans filet, là, j'y vais. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis ravi de pouvoir dialoguer avec vous et vos YouTubeurs, on va dire. Et vraiment encore merci pour tous ceux qui sont allés voir l'affaire Bojarski et merci à tous ceux qui veulent encore y aller. C'est quand même, moi, vous savez, j'ai eu la chance de découvrir le cinéma, j'avais 10 ans. Le vrai cinéma où on m'a emmené voir la même semaine, mes parents m'ont emmené voir Le Voyou de Claude Lelouch et Le Cercle Rouge de Melville, dans deux grandes salles de cinéma qui étaient archi pleines. Et c'est vrai que c'est depuis ce moment-là que j'ai décidé que j'ai voulu faire du cinéma comme réalisateur. Et tout ça pour dire que j'ai découvert le cinéma avec du public dans une salle de cinéma. Et que ce lien-là, il est très fort pour moi et qui explique, je pense, pas mal de choses dans ma démarche et dans les films que je fais aujourd'hui. Voilà.